Peut-être je vais commencer par me présenter et ensuite ce sera ton tour. Il y aura plus de gens qui seront arrivés. Enchanté, bonjour à tous. Michael Koenka, cofondateur de Start the Fuck Up. Je pense qu'on s'est peut-être déjà croisés. Start the Fuck Up, c'est un studio d'innovation composé exclusivement d'anciens entrepreneurs. On aide, en gros, nous, on avait passé par toutes les phases de qu'est-ce que c'est de lancer une startup, lancer des produits technologiques, etc. Et on s'est planté un peu dans tous les sens. Pour certains, on a bien réussi, on a levé des fonds. Et maintenant, on aide les entreprises, les entrepreneurs et n'importe qui a vaguement une idée de projet innovant à réussir, en fait, à éviter tous les échecs et tous les obstacles qui peuvent être sur la route. On travaille beaucoup avec des corporates, beaucoup avec des PME et beaucoup avec des entrepreneurs qui veulent lancer leur projet à partir de zéro. Et il se trouve que moi, j'ai une grosse expérience en tant qu'ancien développeur et CTO de mes startups en tout ce qui est no-code, low-code. J'ai utilisé Airtable et Zapier, ça fait depuis très, très longtemps. Et on a accompagné pas mal d'entrepreneurs avec ces outils-là. Et on organise donc ces séries de webinaires sur ce sujet-là parce que c'est hyper intéressant. On a plusieurs choses qu'on fait pour accompagner les gens sur le no-code, low-code à STFU. Une formation en e-learning sur Airtable, Zapier et Adalo qui est disponible sur l'antichambre de Germinal, que vous connaissez sûrement. Et donc, le lien va apparaître dans le chat de temps en temps. Ouais, il manque le lien affilié de l'antichambre, mais il va apparaître. Et on a aussi une offre d'accompagnement pour ceux qui, au-delà de se former, veulent être accompagnés sur comment mettre en place des outils low-no-code dans leur entreprise, pour automatiser des process ou pour lancer un MVP ou pour n'importe quelle raison. En gros, vous dites, tiens, ce nouveau style de technologie, ça pourrait m'être utile, mais j'ai un peu du mal à mettre en place, à faire l'architecture initiale de tous ces outils, trouver le bon outil, tout ça, c'est compliqué, je cherche, mais je galère. On passe quelques jours ensemble au début et en fait, ça va vous permettre de dépasser un petit peu le plateau qui peut bloquer beaucoup de gens dans l'adoption de ces outils-là. Ça, c'est une offre qui s'appelle Maker. Et pareil, vous avez les informations dans le chat et vous pouvez juste m'envoyer un email, michael@stfu.pro, et on en discutera. Et donc, maintenant que beaucoup plus de gens sont arrivés, ça va être le moment d'introduire Shubham. Merci d'être ici, Shubham. Hello, bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve ça hyper cool. Je crois qu'on est quasiment pile 6-7 mois après qu'on ait fait ça. On avait fait un espèce de truc de code vs no code sur ma chaîne à l'époque. À l'époque, je faisais des lives. Et je me souviens, j'avais une super expérience. C'était génial parce que tu avais deux devs qui parlaient ensemble et on parlait technique. Et en même temps, on avait ce recul qui était un recul business, en fait, pas faire de la technique juste pour faire de la technique. Et j'avais trouvé ça excellent. Et je suis trop content qu'on puisse aujourd'hui parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse énormément, qui est Notion, mais aussi Airtable. Donc, c'est hyper cool. Voilà. Alors, on va caler le grand thème, c'est organiser sa boîte. Donc ça, il y a un grand thème de base. Il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas hyper techniques, Shobham. Donc on va commencer d'abord plus par parler un petit peu des grandes stratégies d'organisation de données qu'on a vues dans les différentes structures et les différents outils. Après, on parlera évidemment de Notion. Et après, on parlera un petit peu de, voilà, mais face à Airtable, enfin, que permet Airtable face à tout ça? Et d'abord, est-ce que peut-être tu peux te présenter rapidement? Peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas dans ceux qui sont là parce qu'ils viennent de notre réseau, Ouais. même si tu es très très fort sur LinkedIn. C'est marrant parce que quand moi je poste sur LinkedIn, comme tu le vois à quel point je suis à l'arrache sur LinkedIn, je ne me considère pas du tout fort. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui cassent la baraque. Donc je pense que c'est toujours ce petit syndrome d'imposteur sur LinkedIn. Écoute, je m'appelle Shubham Sharma. Je suis un ancien développeur, même si je code encore toujours. J'ai un parcours assez classique, je dirais, d'ingénieur dev. Et petit à petit, j'ai fait un pivot sur le marketing en bossant dans des boîtes comme Mailjet ou encore Optimetrix, où en fait, je me suis intéressé au marketing pour développeurs. Et après, j'ai monté pas mal de side projects qui sont devenus des main projects que j'ai fait en code et en no-code. Et du coup, je me suis dit, OK, bon, j'ai fait un peu de produit, j'ai fait un peu de tech, j'ai fait un peu de marketing. C'est quoi un peu, qu'est-ce que je fais en tirer de tout ça? Et en fait, du coup, j'en ai décidé d'en parler sur une chaîne YouTube qui s'appelle Digital Wink, qui peut-être va un jour changer de nom parce que je trouve que le nom n'est pas génial, est vraiment pourri pour le dire. Mais je parle voilà, de no-code, je parle de growth, je parle de produits. En tout cas, j'aide toutes les personnes qui veulent se lancer à mieux comprendre tout cet écosystème qui nous entoure. Donc, ça s'appelle Digital Wink. Et à côté, je fais un peu de freelance, de moins en moins, mais j'en fais. Notamment, j'accompagne une boîte qui s'appelle Conto, qui est une néobanque sur la partie produit.
Donc, je suis product manager chez eux sur la partie automatisation, donc no code également. Donc, voilà un petit peu. Trop cool. Donc, tu as une chaîne YouTube. Alors, mon ordi lag un peu, mais je vais tenter de la partager pour qu'on la voit. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Ouais, on voit ça, ouais. Ok, donc c'est Digital Wink, voilà, hop. Et ça, c'est ton activité en ce moment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, peut-être, hop, 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 comment tu t'organises, toi, en fait? Parce que déjà, on parle d'organiser sa société, mais toi, comment tu as vu les différentes sociétés par lesquelles tu es passé, et toi, même toi, en perso, comment tu t'organises, disons, peut-être avant l'arrivée du no-code, low-code, et maintenant, comment tu fais? Déjà, moi, j'ai toujours fait plein de choses en même temps, en parallèle. Donc, quand j'étais étudiant, donc j'avais toujours des side projects, j'étais en plus freelance, j'avais pas mal de choses comme ça. Et donc, j'étais obligé de m'organiser parce que sinon, c'était le chaos. Et ça a été longtemps le chaos. Jusqu'à un moment, je me dis, OK, bon, comment est-ce que je suis plus performant? Parce que là, je ne m'y retrouve plus. Du coup, tu commences à ranger tu commences à créer des Google Drive. Et puis après, tu commences à utiliser Trello. Puis après, tu commences à utiliser un calendrier. Tu commences à bloquer du temps. Tu entends parler de techniques genre Pomodoro et compagnie pour bien utiliser ton temps. Donc là, tu commences à comprendre qu'il y a la structure et puis il y a le flow. Et puis après, tu réalises que tu as des objectifs long terme, court terme. Et le truc, c'est que je n'avais pas trouvé jusqu'il y a très récemment un outil qui pouvait regrouper tout ça. Et là, je l'ai trouvé depuis à peu près 2 ans maintenant, où j'utilise Notion maintenant pour faire tout ça. Je ne dis pas que c'est le silver bullet, ce n'est pas un truc qui va résoudre tous vos problèmes. Bien au contraire, il y a quand même une grande partie de configuration sur ce truc-là, sur Notion. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un système d'organisation qui s'appelle Kaopra, dont peut-être on en parlera un petit peu, mais c'est un système avec une structure du genre j'ai catégorie, ambition, objectif, projet, routine, action, et ça fait une pyramide qui fait que je suis de plus en plus organisé. Maintenant, le problème, c'est que plus tu t'organises, plus tu te réduis ton temps, plus ça te laisse du temps. Et j'ai la fâcheuse tendance de m'ajouter encore plus de choses. Et maintenant, cette année et ce trimestre, c'est réduire au maximum mon temps, mais en plus, ne pas ajouter de choses. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Ok, trop cool. Et donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, parce qu'on commence tout de suite à parler d'outils, Notion, c'est un outil comme ça. Donc, je pense que la majorité en a entendu parler. C'est un outil de prise de notes. On peut en fait créer aussi des wikis, déplacer des colonnes, fait pour le web. Et les notes sont reliées entre elles. Donc là, on peut cliquer, ça nous amène dans une note. Il y a une arborescence. Donc, c'est un espèce de constructeur de wiki hyper puissant qui intègre aussi une notion de table. Donc, on le verra aussi. Donc, alors, je ne sais plus quel raccourci, mais c'est quoi? C'est inline table. Hop, allez, viens par là. Je ne l'ai pas. Bon, tant Non, pis. il faut que Mais je en te gros, il y relance le a, truc. il y a un Mais ouais. système il y a un système de tableau qui fait que dedans, on a un espèce d'Excel qui permet interne d'organiser du contenu et les documents entre eux. Donc, ce n'est pas juste un Google Doc, des Google Docs jolis ou des notes comme Evernote ou Slide. C'est un truc beaucoup plus puissant en termes fonctionnels à l'intérieur. Donc ça, c'est pour ton organisation perso, mais est-ce que dans les boîtes dans lesquelles tu étais, il y avait une organisation particulière pour leur contenu? T'es en mute. Ouais, alors il y a. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que en fait, dans mes précédentes expériences, que ce soit chez Medjet par exemple, tu vois, on avait un Trello et un Trello par équipe à l'époque. Donc je te parle de ça il y a 4 ans, 4-5 ans même. Et tu vois, il y avait un Trello par équipe et puis il y avait un Drive. Et puis après, il y avait des Google Docs pour les specs. Euh, il y avait, je crois, Asana. On avait commencé à utiliser Asana, qui est un autre outil de planification. Et en fait, le problème qu'il y avait avec tout ça, c'est que bien souvent, tu avais une personne qui arrivait avec son outil dans la boîte qui était, bah ouais, moi j'utilise Basecamp, tu vois, par exemple, qui est un autre outil d'organisation. Ouais. Et cette personne, elle arrivait, elle mettait un peu ça en place dans la team marketing. Ok, très cool. Maintenant, dans la team tech, ils utilisent tous GitLab, qui est un autre outil pour les développeurs cette fois-ci. Et du coup, ça ne communique pas du tout ensemble. Et puis derrière, en fait, tu te rends compte que le CEO, il utilisait des gros Excel, même pas des Google Sheets, mais des gros Excel pour faire sa prévision. Bon, en fait, on était dans une stack technique qui était dans la boîte, qui était de l'ordre de 20-30 outils en fait, en parallèle qu'on essayait d'utiliser. Et le problème avec ça, c'est qu'évidemment, il y avait de la sclérose qui était que on passait plus de temps à trouver l'information plutôt, enfin, qu'à chercher l'information plutôt qu'à l'utiliser, déjà première chose. Et puis derrière, chez Kimetrix, c'était un peu pareil.
beaucoup de GitHub parce qu'on était sur GitHub sur la partie tech. Sur la partie qui était marketing, on utilisait une version un peu différente de GitHub avec un plugin Chrome. Et puis moi, j'avais mes notes sur Notion. Et puis, il y avait du Evernote. Et là, pareil, ça ne communiquait pas du tout ensemble. On passait plus de temps. Les sales, ils étaient sur Pipedrive. Bref, c'était compliqué. Et là, en fait, chez Conto, justement, c'est assez intéressant de voir à quel point ils ont vraiment scalé l'utilisation de Notion. Chez Conto, on a tout produit qui est sur Notion, Notion, souvent j'entends les deux, mais qui est sur Notion. C'est-à-dire qu'il y a les Kanban comme là, ce que tu montres sur Trello, on est tout sur Notion. Chacune des teams a ses Kanban. Ça aide le CPO à avoir une vision, le CPO, le CEO et le président, à avoir une vision d'ensemble sur où est-ce que tu en es sur tes Kanban dans les teams. Chaque personne est responsable de son Kanban. Il commence à y avoir des standards sur comment est-ce qu'on fait un Kanban propre au niveau produit, au niveau dev, etc. On a toujours GitLab, mais tout le process produit est dans Notion. On a le wiki sur Notion, donc tout ce qui est documentation interne, process interne, communication interne, toutes les spécifications se font sur Notion. En fait, on a en gros tout qui est sur Notion. Et ce qui permet, en fait, quand tu cherches une information, de juste faire search et de taper le truc du genre spécification sur API et tu vois tout sur l'API, en gros. À droite, quand tu vas faire ça, tu as des filtres que tu peux appliquer. Peu de gens connaissent ça. Mais quand tu as beaucoup de dossiers, boum, tu peux appliquer des filtres. Genre, je veux que ça soit dans les pages, je veux que ça soit créé par truc, etc., etc. Et là, tu peux aller vraiment assez loin. Alors oui, parfois la recherche prend du temps, surtout quand tu as quasiment 500 personnes chez Conto là, sur le Notion. Donc, on est dans le top 1 utilisateur de Notion dans le monde. Et tu as plein de problématiques qui sont créées derrière. Tu as des problématiques de formation, etc. C'est un outil qui est génial. Par contre, il faut le configurer pour l'utiliser et il faut mettre des standards en place. Donc, voilà à peu près les différentes étapes. Et après, il y a mon organisation perso de ma chaîne YouTube et j'ai quelques interlocuteurs avec qui je travaille, notamment j'essaie de travailler avec un monteur, avec quelqu'un qui va m'aider sur telle et telle partie. Pareil, on fait tout sur Notion. Donc, c'est un peu l'outil que tu peux configurer comme des Lego comme tu veux. Maintenant, comment est-ce que tu commences, etc. Et là, tu as montré le site Notion Facile. Donc là, c'est un site où je donne les bases de comment utiliser Notion. Donc vraiment les bases, c'est 5-6 vidéos dans lesquelles on décortique vraiment la base. Avant de commencer à rentrer dans la structure, on comprend déjà le langage dans lequel on va parler, quoi. Et après, on va pouvoir s'intéresser à la structure. Trop cool. Hyper intéressant. Donc tu as mentionné un premier problème qui remonte souvent, c'est qu'en fait, il y a plein d'outils de gestion de projet assez différents. Donc, Trello, qui sont ce que tu appelles la vue, la Kanban ou Kanban, on peut déplacer des petits items dans les listes. Les vues à la Asana ou Morning, où tu vas avoir pour un projet les sous-tâches. Et donc, ça, c'est une question pour certaines agences. Bah ouais, il y a un projet décomposé en tâches qui elles-mêmes sont en sous-tâches. Et c'est vraiment ce côté tracking de tâches qui va être hyper important. Basecamp, qui a encore un autre outil de gestion de projet, qui a une approche complètement différente et qui est un peu moins configurable. Voilà, donc chacun on s'en rapproche. Et toi, tu te dis, en gros, avec Notion, en fait, il y a des fonctionnalités comme Trello dedans et des fonctionnalités comme Asana dedans. Et en fait, tu vas pouvoir vraiment configurer ton propre outil de suivi de projet et de documentation interne comme tu le veux. Hyper intéressant. Il y en a un dernier petit nouveau que tu n'as pas mentionné qui est arrivé dans l'écosystème récemment, qui s'appelle ClickUp. Je ne sais pas si tu l'as testé. Et Ouais, je si l'ai oui, qu'est-ce testé. que tu en penses? Parce que la Ouais, promesse de ClickUp, donc, c'est de dire un petit peu pareil, c'est de dire il y a plein d'outils qui permettent vraiment de suivre des tâches. Donc là, Notion vient plus du côté document. On va avoir des super documents un peu améliorés avec du suivi de tâches. ClickUp dit c'est vraiment du suivi de tâches, mais tu vas pouvoir le personnaliser vraiment exactement comme tu veux ton suivi de tâches et être très très précis. je pense que c'est un outil qui est hyper intéressant en fait, quand tu démarres et que tu n'as aucune idée, je pense, de à quoi vont ressembler tes tâches, qu'est-ce que tu vas avoir comme projet, etc. C'est cool parce que ça te donne en fait un template de départ, tu vois, un peu un boilerplate, donc un standard de départ avec lequel tu peux commencer à travailler. Donc, c'est des standards assez classiques de to-do list, de Kanban, etc. Bon. Je trouve ça intéressant et je trouve que visuellement parlant, ils ont trouvé un truc que Notion n'a pas trouvé parce que c'est très terne, très
voilà, si tu mets pas d'emoji et compagnie, c'est pas sexy, quoi. Mais tu peux le rendre sexy. Je trouve que le design de ClickUp est génial. En revanche, le seul problème que moi j'ai, c'est que en fait, tu t'adaptes à l'outil, même s'il te permet de l'adapter, tu t'adaptes à l'outil. C'est-à-dire que demain, il y a un moment donné, et peut-être que si tu n'en es pas là, ClickUp marche très bien, mais il y a un moment donné, tu vas te dire, OK, mais en fait, oh là là, je me rends compte que, je te prends juste l'exemple de ma chaîne YouTube, par exemple. Je me rends compte que, attends, le script que je suis en train d'écrire pour une vidéo, il va passer en montage là, mais en fait, j'ai besoin d'avoir ce nom de cette vidéo dans une bibliothèque de vidéos que je veux en plus publier quelque part pour pouvoir, moi, faire mon tracking de quelle vidéo a performé le mieux, par exemple. Bah, en fait, dans un outil comme ça, tu vas exporter un CSV, tu vas l'importer dans un Google Sheet, puis après, tu vas mettre une colonne et puis tu vas certainement faire un lien avec ton YouTube pour essayer de savoir. Et le truc, c'est que ça, c'est bien pour un snapshot, pour une photographie. Tu l'as fait. Par contre, ça ne vit pas au long terme. Et donc, en fait, quand tu te poses une question comme ça qui est de l'ordre de changement d'organisation, du genre, ouais, j'ai envie qu'en plus de chacune des vidéos que j'utilise dans mon Canva pour savoir quelles sont les prochaines vidéos et quelles sont les vidéos sorties, je veux aussi une vue, cette fois-ci avec un autre angle, sur quelles sont les vidéos de 2021. Et en fait, tu peux faire ça dans des ClickUp et compagnie, mais ce pas des outils qui sont faits pour. C'est un outil de gestion de tâches, ce n'est pas Ouais, un c'est pas outil fait de pour ça, ouais, reporting. tout à fait. Et donc, et c'est là où ça va être intéressant d'utiliser Notion pour ça. Après, évidemment, on va en parler d'Airtable et compagnie, parce que là, tu peux le faire dans Airtable, ce truc-là. Et ça va être intéressant et je pense qu'on va passer sur l'autre partie de la discussion. Mais voilà à peu près. C'est que je suis, moi, persuadé qu'on ne sait jamais ce qu'on veut et que plus on s'enferme tôt, plus c'est cool, on démarre rapide et on le sait, dans la tech, ça s'appelle la dette technique, c'est que plus tu t'enfermes dans des frameworks, dans des outils, dans des choses, plus tu payes plus tard si jamais ça marche. Maintenant, je trouve que l'organisation, ce n'est pas comme une startup. L'organisation, c'est quelque chose qui vous suit au long terme, avec lequel vous apprenez et qu'il y a beaucoup plus de test and learn que dans une startup qui peut juste failer au bout de 3 mois et qu'on jette à la poubelle. Et je rajouterais aussi le fait que ClickUp, la barrière à l'entrée est plus compliquée. Notion, ils sont très forts parce que tu vas pouvoir l'utiliser un petit peu pour toi, pour prendre des notes, ce sera joli et ce sera simple. Et après, tu vas découvrir progressivement les fonctionnalités et rajouter de la complexité. Et voilà. Tandis que ClickUp, tu es t'es obligé d'avoir. Voilà, faut vraiment te poser dessus, avoir déjà un gros problème à résoudre, faire l'évaluation technique et tout. Notion, tu peux vraiment très progressivement venir dedans et kiffer, même pour des trucs simples. Tandis que ClickUp, tu pourras jamais. Mm. Euh, hyper cool. Tu as accompagné d'autres personnes que Conto donc, à installer Notion ou à prendre en main l'outil. Quels sont les use cases que tu as vu le plus en fait en termes d'organisation de société? C'est quoi ce que les gens veulent le plus s'organiser? En fait, là, ce qui se passe, c'est que moi j'essaie de moins en moins d'accompagner des boîtes parce qu'après, sinon, tu finis plus, tu deviens consultant de Notion. Moi, c'est pas là où je veux aller. Tu vois, par exemple, tu as des gens comme Jérémy de The Toolbox qui le font très bien et c'est leur dada. Et tu vois, je veux, moi, pas aller là-bas. Moi, ce qui est intéressant, c'est utiliser le leverage que j'ai sur ma chaîne YouTube qui est de parler à beaucoup de monde en même temps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que par contre, je reçois énormément de réponses, c'est-à-dire énormément de feedback. J'ai sorti la vidéo là, de CRM, je crois, samedi dernier, donc il y a quelques jours. Tu vois, je ne sais pas aller à combien de vues, mais j'ai reçu genre, au moins une trentaine de mails sur juste les 2 jours qui ont suivi le truc en mode est-ce que tu peux nous aider ou alors est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que par exemple, je te donne l'exemple de est-ce que mon CRM, je vais pouvoir mettre et ajouter des factures dessus? Est-ce que je vais pouvoir envoyer des factures directement depuis mon CRM, tu vois? Chose classique, dans Pipedrive par exemple ou dans d'autres logiciels genre Salesforce et compagnie, c'est tellement des machines à gaz que tu te dis vu que ça permet de tout faire, je veux que Notion me permette de tout faire. Mais le truc, c'est que ce que moi je vois souvent, c'est que d'un côté, tu as les gens qui démarrent et qui se posent la question de qu'est-ce que je prends. Donc, je suis là au supermarché, est-ce que je prends cette marque, cette marque, cette marque? Et du coup, qui ont besoin d'un benchmark. Et tu as d'autres personnes qui sont assez avancées, qui se posent la question de migrer parce qu'ils ont des problèmes actuels. Donc, c'est 2 cas de figure. Et selon ces 2 cas de figure, ben, en fait, tu as des préférences utilisateurs, elles sont assez différentes. Le premier, c'est il ne sait pas trop où ça va aller et du coup, il vaut mieux prendre un Notion selon moi parce qu'en fait, la barrière à l'entrée, le coût à l'entrée est très faible. Tu peux le configurer comme tu veux et si ça marche, bah, tu peux vraiment tout changer. Et de l'autre côté, ce qui se passe, c'est je suis sur HubSpot, est-ce que ça vaut le coup que j'ajoute Notion? Parce que c'est sexy ou parce que j'en ai vraiment besoin? Et c'est là où c'est intéressant en fait, où tu te poses la question de est-ce que ça vaut le coup de changer ou pas? Et donc là, les problématiques qui vont se poser sont du genre, je suis dans un monde où en fait,
j'ai un HubSpot qui marche très bien, j'ai 30 personnes dessus, je ne veux pas changer. Mais par contre, j'ai entendu, il y a 3 ou 4 personnes qui poussent Notion en interne parce qu'ils sont en train de tout connecter. Comment est-ce que je migre? Et là, en effet, il faut faire une presta de tu aides les gens à migrer, etc. Ou alors, ils le font eux-mêmes. Moi, là où je m'intéresse le plus en ce moment, c'est sur l'organisation en général, que ce soit team ou perso. Il y a des choses qui sont récurrentes. Et il y a une chose qui est récurrente, c'est process. Et ça, personne n'en parle. C'est que ce n'est pas l'outil. Tu peux choisir l'outil que tu veux. Si tu n'as pas les process qui vont avec, si tu ne les construis pas, si tu ne les écris pas, ça ne marchera pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Le truc constant, c'est pas l'outil qui change. C'est pas parce que tu as acheté un vélo génial que tu as acheté à 3 000 € que tu vas aller plus vite que le mec qui a acheté un vélo à 1 000 €. C'est aussi simple que ça. Mais à un moment donné, il faut bosser et faut bosser sur le process, quoi. Faut bosser sur le process. OK. Et donc là tu as mentionné un template. Donc toi, tu as mis la formation Notion facile et une vidéo qu'on peut retrouver aussi sur ta page LinkedIn, qui est un template de CRM, c'est ça? C'est comment Ouais. accompagner les gens à construire leur CRM. Donc, tu as choisi ça comme use case principal pour Notion. Et donc, ça, on va dire, ça, c'est l'use case CRM. Après, il y a l'use case process. Comme tu as dit, process interne, à la fois documentation et suivi. Et donc, on peut distinguer ça. Et il y a l'use case wiki. Vraiment, au sens large, la documentation de ma boîte. Est-ce que c'est ça les trois grands trucs qu'une entreprise organise? Non, tu en as beaucoup plus. Je pense que j'avais peut-être mal compris ta question d'avant. En fait, tu as plusieurs manières d'utiliser Notion. Tu peux l'utiliser comme un gestionnaire de meeting, par exemple, si tu le veux. Tu peux l'utiliser en effet comme un CRM. Tu peux l'utiliser comme un wiki, donc à l'époque où tu Ouais. utilisais des Google Sites Ouais, ou tu des vois trucs quoi comme d'autre? ça. Tu mets ta documentation interne. Tu utilises comme processus produit en interne. Donc, comment est-ce que ce soit un produit, c'est aussi bien ta formation que la nouvelle chaussure que tu vas développer ou le nouveau webinaire que tu vas faire. Mais c'est un flow de je suis d'un point A à un point B avec des interlocuteurs et des connaissances. Tu as la partie du coup spécification sur laquelle tu vas pouvoir écrire, etc. Tu as la partie euh, agenda. Quand je dis agenda, c'est pas uniquement meeting, mais c'est en gros gestionnaire de contact, utilisation de Notion pour un peu gérer ton cerveau autre ailleurs que dans Google Contact, etc. Et puis, tu as connaissances, gestion de connaissances. Et là, c'est par exemple du genre, tous les articles qui parlent de XY, je les mets ici. Quand tu vas faire ta veille, par exemple, tu peux mettre des choses en place pour que de Pocket, les choses aillent directement dans Notion, avec Pocket qui est un autre outil de lecture. Bref, et là, tu mets ton cerveau, le second cerveau que tu vas mettre dans Notion. Donc voilà, tu as plein de types d'utilisation pour des teams. Et si jamais vous voulez un aperçu plus grand, euh, vous pouvez aller sur le site de Notion, il y a des templates et ils vous montrent en fait comment est-ce que en équipe, tu peux utiliser ça de différentes façons. Donc, tu as plein de manières d'utiliser. Ok, merci pour ta réponse. Je crois que ton micro est un tout petit peu étouffé par rapport au début. Je ne sais pas si tu Ah, sais que pardon. c'est Ok. Ouais, ah, c'est bon, c'est mieux. Merci beaucoup. Excuse-moi. Ouais, donc ils ont une liste de templates, tu dis sur leur site Notion, Notion Template Gallery. Et là, on va trouver pas mal d'exemples de comment Ouais, configurer Notion pour ouais. plein de cas d'usage. Ouais. Et Mais au-delà de ça, tu vas dans Notion et tu crées une nouvelle page et tu vas dans les templates en fait, surtout. Parce que ça, à la limite, c'est des templates qui sont un peu. Voilà, c'est comme si tu crées une nouvelle page, voilà, en private, et tu vas dans les templates. j'ai eu un petit crash de mon ordi là. Ouais. C'est ma connexion Internet qui a un petit bug. Mais voilà, là, c'est bon, on est Là, là. Et tu là, fais tu dis qu'il faut aller dans le template. template, ouais, c'est ça. Ouais. Et OK, et là, Et c'est là, bien tu vois en rangé. fait. Tu les as tous pas mal, ouais. Tu peux les preview un peu là, quand si je clique sur Roadmap, OK, ça va les Ouais, preview comme exact. ça. OK, Et cool. ça marche hyper bien. Et du coup, ça te donne plein d'idées aussi, en fait. Et je pense que le point de départ, c'est ici, pour voir vraiment comment est-ce que toi, tu peux l'utiliser. Mais honnêtement, les cas d'usage, il n'y en a pas juste 10, hein, il y en a des Il y centaines. en a des centaines. Ouais. Ah, c'était les grandes catégories de cas d'usage. Ouais. Et donc, il y a une question. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les questions sur Notion où c'est les limites. Il y en a pas mal, hein, mais il y en a une qui vont être de dire, bah, OK, mais en fait, là, par exemple, pour un process, si je le fais sur Notion, ce ne sera pas connecté à l'extérieur, quoi. Tout mon process restera dans Notion. Si je veux qu'un quelqu'un d'extérieur avec un formulaire rajoute de la donnée dans le Notion
est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est fait pour ça? Et si je veux automatiser des choses, c'est-à-dire mon process, quand je déplace quelqu'un d'un point A à un point B, par exemple sur un CRM, est-ce que je peux lui envoyer un email automatique de notification, de choses comme ça? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles avec Notion? Alors, pas avec Notion de base parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'API. Maintenant, nous, ce qu'on a fait avec mon pote Simo qui est là, on a créé un truc qui s'appelle Notion Automation, euh, qui te permet, en gros, de connecter Notion à ce que tu veux. Donc, par exemple, on a pas mal de use cases, notamment quelqu'un remplit un formulaire, boum, ça arrive dans Notion. Tu C'est changes encore un une tout petit carte, peu étouffé. quelqu'un remplit un formulaire, boum, tu arrives dans Notion. Tu remplis une carte, tu la bouges, boum, ça arrive dans Notion. Tu as une nouvelle issue GitHub, boum, ça arrive dans Notion. Et en fait, tu peux configurer tout ça grâce à ce truc. C'est connecté à Zapier, en fait. On a dû enlever la mention de Zapier parce que Zapier n'était pas très content qu'on utilise l'API non officielle de Notion D'accord. parce que l'API n'est pas encore sortie. Et du coup, nous, on a reverse comment Notion fonctionnait. Donc, c'est-à-dire qu'on a été voir derrière quels étaient les appels qui étaient faits et on a créé ça par-dessus. Et en fait, on donne accès à ce plugin. Du coup, je crois que tu as 15 utilisations gratuites et après, c'est payant. Mais tu peux automatiser tout Notion grâce à ça, en fait. Et c'est un peu la seule possibilité d'automatiser le temps qu'ils sortent l'API, mais l'API n'est pas encore là, malheureusement. D'accord. Mais surtout, voilà, ça va aussi faire que tous les use cases aujourd'hui priorisés de Notion, mais il y en a déjà énormément, hein, c'est tous les use cases principalement internes en fait. Et pour Ouais. structurer ça, c'est top. Ouais, exactement. Après, en Euh, effet, hein, il y a une chose qui est assez importante, c'est que dans l'idéal, tu veux avoir tout dans Notion, mais si jamais tu as de la dépendance externe, notamment pour ce deuxième cas de boîte que je disais, qui ont besoin de migrer, tu ne vas pas tout migrer d'un coup. Tu vas d'abord faire des connexions externes et puis après, tu vas pouvoir aller tout migrer dans Notion. Mais dans un premier temps, c'est génial. ok. Il y a eu des petites. Donc là, on a répondu à pas mal de questions, mais il y en a d'autres. Gérald demande qu'est-ce que tu penses des templates complets vendus aux US et en Inde pour Notion, parfois trop complets avec une prise en main lourde. Déjà, c'est quoi ces templates-là vendus en ligne? Bah, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est la même chose que acheter le tapis de yoga pour avoir des abdos, tu vois. En fait, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que quand tu achètes un template déjà tout fait, c'est génial. Et tu vois, par exemple, moi, je pense à un moment donné à commercialiser celui que j'ai fait pour mon organisation perso, mais je ne l'ai pas fait pour une raison pour l'instant. C'est que je trouve qu'un template, sans expliquer comment l'utiliser, et même si tu lui dis comment l'utiliser, tu au final te contrains à un système. Donc, au final, tu re-rentres dans un ClickUp, tu re-rentres dans un Asana, etc. Ce qu'il faut, selon moi, c'est déjà bien comprendre les bases de Notion, commencer à utiliser les templates comme ça. Et quand tu vois quelque chose qui est complet, qui est vendu et qui marche bien pour toi, où tu penses pouvoir te projeter, là, tu l'achètes, mais pas avant. Souvent, ce qui se passe, c'est que les templates sont achetés euh, quand on ne se connaît même pas dans Notion, quand on n'a même pas fait le travail initial. Donc, c'est la même chose que, voilà, comme j'avais dit, le vélo super génial que tu vas acheter. Moi, je trouve que ces templates-là sont bien. Maintenant, il faut regarder comment est-ce que leur utilisation nous va. Il ne faut pas tomber dans le panneau des templates jolis avec des belles couleurs qui se vendent. Moi, je ne conseille pas forcément ça. En revanche, un template, vous l'avez vu, revu, vous voyez comment il fonctionne. Maintenant, vous avez juste la flemme de l'implémenter. Là, ça vaut le coup. Ok. Euh, Est-ce que quelqu'un demande. On va parler d'Airtable. Il y en a qui commencent déjà à parler d'Airtable. On va évidemment parler d'Airtable, c'est la deuxième partie. Et on va faire le clash. Mais Max Boy demande on a vu les avantages, inconvénients de Notion et des autres solutions, Pipedrive, ClickUp. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place dans Notion pour organiser son entreprise? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Qu'est-ce qu'on peut Attends, je vais parce que du coup j'ai lu une question et c'est pas bien. Mais en Ah, gros, on a vu l'avantage on a compris que Notion, ok, il y avait des différenciations, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour concrètement? En fait, tout dépend de où est-ce qu'elle en est ta boîte. Si tu es une petite boîte ou si tu es une grosse boîte. En fait, si tu es une grosse boîte, tu vas pas tout migrer d'un coup. Si tu es une petite boîte, tu vas te permettre de te dire bon allez, c'est bon, je me lance sur Notion. En fait. Donc, admettons tu es une grosse boîte ou tu es une boîte avec quelques interlocuteurs. Concrètement, moi, ce que je ferais, c'est tu,
dans un premier temps, tu prends un outil comme ou une feuille et un papier. Et là, tu commences à dessiner. OK, j'ai ma brique CRM, j'ai ma brique produit, j'ai ma brique wiki, j'ai ma brique communication interne, j'ai ma brique agenda. OK. Quels sont les outils que j'utilise aujourd'hui? Donc, tu mets des petites post-it. Pour ça, j'utilise Google Drive. Pour ça, j'utilise ça. Pour ça, j'utilise ça. Donc, déjà, tu as fait un grand pas. C'est tu as mappé ton système, ta stack pour gérer ta boîte. Déjà, tu es là. Maintenant, tu te poses la question de OK, considérant que Notion sait faire tout ça, où est-ce que j'ai le plus de problèmes? Quel est le truc qui m'enquiquine le plus en fait? Et souvent, ce qui va se passer, c'est que ce qui t'enquiquine le plus ou ce que tu n'aimes pas utiliser, bah, je sais pas, c'est par exemple Google Drive pour l'interface est chiante, l'upload est chiant, etc. Ok, bah ça, je vais le passer sur Notion. Du coup, tu vas commencer à faire des imports. Par exemple, si c'est ton CRM, tu trouves que tu le payes trop cher, qu'au final, tu n'as pas tant de flux que ça, ok, bah ça, tu vas le passer sur Notion. Et du coup, petit à petit, tu vas migrer. Maintenant, concrètement, moi, ce que je propose, c'est la première chose, c'est commencer à mapper les choses pour savoir un peu qu'est-ce que tu vas changer. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est comme se dire, en fait, migrer, c'est un gros projet. Si tu es une grosse boîte, c'est un gros projet. Si tu es une petite boîte, bah, tu commences sur Notion, tu prends un template et tu commences à jouer avec, quoi. Donc voilà à peu près ma réponse à ça. Voilà. Et après, si on voulait des exemples concrets de ce qu'on peut mettre en place comme process sur Notion, je suis pas mentionné le CRM, donc vraiment tous tes clients, à quel stade ils en sont, voilà. Mais il peut y avoir des choses, par exemple, en process. On a interviewé quelqu'un qui, par exemple, a un laboratoire de cosmétiques. Donc, eux, leur métier, c'est de sortir des produits cosmétiques. Et donc, pour ça, ils ont plein d'échanges avec des clients à différentes steps qui sont hyper documentés. Ou en gros, à un moment, un client a un brief initial. Donc, ils ont fait un template de brief qu'ils envoient au client. Le client, il l'édite parce que dans Notion, il a un lien pour éditer. Ensuite, ça, c'est automatique. Le brief donc, initial du produit cosmétique est donné arrive directement dans le Notion. Là, ils se répartissent et ils disent, ah oui, ce brief, il est assigné à telle personne. Et ensuite, cette personne-là va rajouter d'autres templates pour dire, bah voilà, ma réponse 1, c'est ça, ma réponse 2, c'est 3, ma réponse 1, c'est ça. Il va bouger ensuite ce produit un peu plus loin. Et ainsi de suite, le produit va se construire en fait dans le Notion au début c'est un espèce de flow produit, par exemple. Hmm. Ouais, et il y en a beaucoup qui l'utilisent typiquement si tu as si tu as une activité de contenu, donc faire un calendrier de contenu, c'est un exemple qu'on n'a pas cité, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé parce qu'en fait, dedans, tu vas avoir plusieurs interlocuteurs. Tu as la personne qui va écrire, la personne qui va partager, la personne qui va derrière repartager le contenu, la personne qui va configurer le Zoom, etc., la personne qui va travailler sur le check SEO. Donc, tu as plusieurs interlocuteurs, par exemple, mais tu as une ligne éditoriale, mais tu as envie de voir cette ligne éditoriale sous différents angles, aussi bien sous un angle de calendrier que sous un angle de Kanban, que sous un angle de galerie avec tous les articles de 2021. Donc voilà, tu as plein d'exemples. Et je dis un peu que c'est par cas, mais en même temps, honnêtement, quand vous allez là dans les templates, dans les templates de Notion comme on vous les a montrés, vous voyez qu'en fait, votre cas, il est fort probable que quelqu'un ait fait un truc assez similaire ce que vous voulez faire. Donc, vous allez regarder dedans. Donc, soit ici, soit dans Notion directement Ah oui, non, quand je vous suis d'accord. ajoutez une page. Donc voilà. Et sinon, honnêtement, allez regarder la vidéo CRM, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Vous verrez que ça va vous donner des idées également sur comment est-ce que vous pouvez l'implémenter pour telle et telle chose. Donc voilà ce que je conseillerais. D'autres petites questions sur Notion. Après, on va parler un petit peu d'Airtable et des alternatives, voire des modes d'implémentation. Côté sauvegarde sécurisée de Notion, quelle garantie il y a? Il n'y a pas de backup externe possible. Si demain on efface tout, si je veux extraire toutes mes notes de Notion et les mettre dans Evernote, comment je fais? Alors aujourd'hui, tu n'as pas un backup, ce que j'appelle, tu n'as pas de backup synchronisé. Par exemple, tu n'as pas quelque chose qui va aller te prendre tout et te mettre exactement pareil les choses sur Notion. Alors, tu as ça dans le sens contraire. Tu peux prendre de Evernote vers Notion. Mais si tu veux tout mettre de Notion vers Evernote de manière structurée, c'est plus compliqué. En revanche, tu peux tout télécharger. Tu as plein de types de téléchargements possibles. Soit tu peux tout télécharger en PDF, mais ce n'est pas forcément intéressant. Tu peux tout télécharger, par exemple, en Markdown. Markdown, c'est un format de visuel, enfin, un format d'édition de texte qui est assez connu maintenant, qui est assez standardisé,
que tu pourras derrière réimporter. Donc, tu peux tout exporter. Tu peux exporter ta donnée. Maintenant, le gros point noir, et je me permets d'attirer l'attention dessus, c'est qu'aujourd'hui, et ça nous est arrivé plusieurs fois, mais on est en train de travailler dessus, aujourd'hui, demain, Notion meurt. Si vous n'avez pas fait de backup, c'est fini. Bon, après, c'est comme tout. C'est demain, Google meurt. Vous n'avez pas fait de Ouais. backup, c'est fini. Mais voilà, c'est que, en effet, vous avez ce qu'on appelle dans le langage tech, c'est le single point of failure. Donc, c'est un SPOF qui fait que si demain, tout ça part en fumée, bah, c'est fini. Bon, après, D'ailleurs, Notion, ouais, ça. c'est pas petit, mais en même temps, voilà, Ouais. c'est là, quoi. Ouais. Et il y en a qui mentionnent donc, la panne OVH, par exemple. Donc, il faut savoir que la panne OVH, c'est des serveurs qu'on brûlait d'OVH à Strasbourg, donc un site de leur serveur. Alors après, c'est pas des... en fait, les gens les plus impactés par ça ne sont pas les boîtes tech. Les gens qui sont impactés par ça, c'est des gens qui sont justement pas tech, pas très tech et qui avaient missionné une petite agence pour développer un site. Et ce site-là était juste sur les serveurs qui étaient chez OVH. Et donc là, ils ont tout perdu. Mais les boîtes tech comme Notion, Airtable, Zapier, tout ça, de toute manière, la réplication de data, ça fait partie de leur proposition de valeur. Et s'ils ont embauché après leur première levée un bon CTO, normalement, il y a beaucoup moins de risques parce que déjà, de base, leur data, elle est multipliée à travers plusieurs serveurs à travers le monde, à la fois pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons simples de performance. Donc, voilà, on est quand même bien à l'abri de ce genre de panne matérielle quand on a sa data sur Airtable, tout ça. Après, il y a les problèmes d'accès à la donnée. Google Slack a été down 5 minutes à Noël dernier. Airtable a été down, service indisponible quelques dizaines de minutes plusieurs fois dans les derniers mois. Zapier peut avoir aussi des petites pannes, mais c'est moins grave parce que voilà. Mais donc il peut y avoir des petites pannes temporaires effectivement, mais comme Microsoft Teams ou n'importe quoi, n'importe quel sujet cloud. Et ça, bah voilà, ça c'est le prix à payer. Mais après, même quand vous développez vous-même votre truc vous-même sur vos propres serveurs et tout, ces petites pannes temporaires, elles arrivent aussi normalement. Ouais. Et Donc, puis là, ce qui est donc cool, voilà, c'est que c'est c'est les jamais à autres qui l'abri de ça. travaillent dessus, quoi, et pas vous Ouais, quand il y a ouais, des ouais, pannes. Donc ça, c'est quand même ouais. cool. Et vous avez de quoi gueuler, alors que quand c'est vous, je peux vous dire que si vous êtes en stress, je pense que tu connais de ça, Michael, mais Non, quand c'est… jamais eu de problème, moi. Voilà, je veux dire, te réveiller à 4 heures du mat pour aller checker tes serveurs si tout va bien et aller regarder où est-ce qu'il y a le problème et que enfin, t'es pas bien, quoi. Donc là, c'est plutôt cool que ça soit chez quelqu'un d'autre. Alors, Elia mentionne le fait qu'il n'y ait pas de mode offline non plus sur Notion. Alors, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas de mode offline du tout? Ouais. Il y a, alors, il y a un petit mode offline, mais il faut que ce soit dans le cache, donc ça veut dire qu'il faut que la fenêtre soit ouverte. Mais là, pareil, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour créer un espèce de mode offline hybride. Donc, ça va bientôt arriver, mais voilà, pas aujourd'hui le mode offline. Des gens nous parlent pas mal d'équivalents open source de toutes ces différentes solutions. Donc, il y a peut-être Focalboard. Alors, je connais pas spécifiquement Focalboard, mais apparemment, donc, c'est un Notion open source. Et pareil, il y a des gens qui sortent un truc qui est Airtable open source. Il y avait historiquement plein de Slack et de Trello open source. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça génial et je pense que tu vas. Je suis curieux de connaître ta réponse aussi. Mais pour moi, c'est comme tout. En fait, c'est comme il y a des choses open source comme il y a des choses non open source. L'open source, c'est vachement bien pour les gens qui ne veulent tout gérer eux-mêmes. Donc, par exemple, euh, je prends l'exemple de N8N et d'Integromat ou de Ouais, Zapier, ça, on par va dire. exemple. C'est génial. N8N, c'est une alternative open source à Zapier, à Integromat. Et c'est génial. Honnêtement, vous le hostez de votre côté. C'est bien quand tu es un peu technique, quoi. C'est super. Et honnêtement, moi, je trouve que, par exemple, créer une intégration, par exemple, créer le connecteur YouTube, le configurer et tout, il faut aller chercher ta clé API chez Google, il faut aller faire le truc. C'est pas aussi évident. Alors que bah, sur Integromat, c'est quand même plus facile. C'est pareil un peu sur cette partie-là. Je ne connais pas l'outil en question, Focalboard. Ça a l'air très stylé. J'ai regardé la landing page là. C'est pareil, c'est qu'en fait, synchronisation, hosting, etc. À voir, tu vois. Moi, je ne suis pas contre. Maintenant, le problème, c'est que comment tu gères les mises à jour, etc., etc. Peut-être que c'est encore au début. Moi, je dis que si quelque chose de non open source, alors qu'il y a des gens qui sont payés, qui bossent à fond, quelque chose qui est nouveau, n'a pas encore réussi à craquer le truc, une solution open source ne la craquera pas tout de suite. Et du coup, est-ce que tu veux juste pas payer et être sécurisé et garder les données chez toi? Dans ces cas-là, go open source, pas de problème. En revanche, si tu es un peu comme moi, où tu te poses la question de putain, j'ai un problème ici, ils sont en train de bosser dessus, bah, tu as des gens qui sont payés par l'abonnement que tu donnes, mais aussi par les levées de fonds qu'ils font. Hein. Mais
qui sont payés pour résoudre ces problèmes. Et moi, je suis OK pour que ces gens-là résolvent mes problèmes, en fait. Voilà, donc l'open source, c'est pas à la portée de tout le monde en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pour une raison politique, j'ai pas envie de donner mes données, donc je vais faire un truc open source. En fait, si vous n'êtes pas une équipe technique, très honnêtement, moi je décommande. Voilà, je décommande, ça se dit ça. Je recommande pas, Ouais. vraiment. Et souvent, franchement, moi je connais personne qui utilise les Slack open source, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper rare. Ça n'a pas vraiment de sens parce que vous ne serez pas à la pointe des fonctionnalités. Et l'adoption de tous ces outils-là repose quand même beaucoup sur l'UX. Et en fait, avoir une UX de malade, ça, c'est du temps homme, c'est infini, quoi. Il faut avoir des designers front-end, il faut avoir des gens qui maintiennent ça. Et en open source, la qualité UX est toujours 50% moins bien. Donc, c'est demander à vos équipes, en fait, beaucoup d'efforts supplémentaires sur des outils qui doivent être simples à utiliser. Donc, moi, je trouve ça difficile. Les bons outils open source, c'est effectivement du N8N qui a un positionnement différent, qui a une vraie valeur ajoutée par rapport à Zapier pour plein de raisons. Donc, c'est ceux qui réussissent à faire un truc open source qui a des cas d'usage en fait plus puissants. Et donc là, c'est plutôt quand vous aurez dépassé, disons, les cas d'usage de Zapier, bah, peut-être que repasser à une solution open source vous donnera un super pouvoir. Mais là, vous aurez levé des fonds, vous aurez des devs et tout, quoi. Mais dans un premier temps, on ne recommande pas forcément. Et puis il y a une chose aussi, tu vois, c'est que là, j'entends une partie de ma dette, mais tu bam, WordPress est open source. Ouais, mais WordPress, ça date pas d'hier. Et WordPress, Le système commercial. ouais, déjà, c'est un système. Et puis même, en fait, il y a une chose, c'est que l'histoire de WordPress, si on regarde un peu plus en détail, on faisait des sites depuis un bon moment, quoi. Je veux dire, on faisait des sites depuis un bon moment. Là, on fait du no-code depuis pas longtemps, en fait. Donc, en fait, pour que des solutions open source deviennent aussi robustes que WordPress à son temps, il faut du temps. Et je suis persuadé que ça va arriver. Je suis persuadé qu'il va y avoir un espèce d'intégromat aussi performant open source qui va être aussi cool. Très bien. Je suis persuadé qu'il va y avoir un Notion aussi cool. Très bien. Je suis persuadé qu'il va y avoir tous ces trucs-là. Mais c'est juste que ça va prendre du temps et c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas tout de suite. Et qu'il y aura un système commercial, quoi qu'il arrive. Les trucs open source qui marchent bien, c'est des trucs open source qui sont plus bas dans la stack. Euh, des trucs genre PostgreSQL, des trucs genre, je sais pas, Redis, des trucs Des trucs vraiment, techniques. Ça, c'est des des outils trucs techniques. techniques. Parce que c'est fait par des techniques pour des Ouais. techniques. Et en fait, ce qui ajoute de la valeur, qui rend la chose plus facile à utiliser, bah, c'est quand même l'UX. Et pour ça, bah, les gens Alors, ont compris que ça valait le coup de payer des choses, quoi. alors, ce qui fait la force de WordPress, donc ça c'est une très bonne question qui avait été posée, je me permets de la poser. Donc, ce qui fait la force de WordPress, c'est au-delà d'open source, c'est que c'est un écosystème extensible. Chacun peut fournir des plugins, des thèmes, des machins, des trucs. Ce qui a rendu l'écosystème complètement fouillé, illisible, parce que peut-être que c'était too much, mais c'est ça le succès. Alors, c'est un modèle qui est utilisé par Airtable, on va en parler juste après, mais Notion aujourd'hui n'a pas d'écosystème de plugins officiel en fait. Est-ce que c'est dans Non. la roadmap? Est-ce que c'est un truc utile? Pourquoi ils le font pas? Alors, la raison pour laquelle ils le font pas, c'est que ils sont en train de chercher le problème plutôt que. Enfin, ils sont en train de chercher quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Ils sont en train de comprendre que, enfin, ils ont compris que le stockage et l'édition des choses devraient être au même endroit. Tu vois, c'est-à-dire que tu stockes ton Google Doc, enfin, tu stockes ton Excel et tu l'édites au même endroit. Donc, ça, Google Doc l'avait fait. Mais aussi, la gestion doit être au même endroit. Mais la collaboration doit être au même endroit. Ils ont compris qu'il fallait un espèce de truc all-in-one pour des boîtes. Fine. Maintenant, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas encore compris. Et que je pense que s'ils ouvrent, comme Airtable l'a fait, là, et d'ailleurs, ils ont mis du temps aussi, Ouais. s'ils l'ouvrent tout de suite, ils perdent le contrôle. Et je pense qu'ils sont un Hmm. peu contrôle fric sur ce truc-là, Notion. Et moi, je suis assez. Comment dire? En fait, d'un côté, c'est cool parce que de l'autre côté, nous, entre guillemets, hackers derrière, ça nous permet de créer des petits trucs et leur mettre un peu la pression. Et je sais que Notion Automation leur met la pression. Je sais que tous ces trucs-là leur mettent la pression, ce qui est cool. Maintenant, eux, ils adorent voir ça aussi, que les gens bah, Bien trouvent des sûr. solutions alternatives parce que ça leur donne des idées aussi. Ça leur donne Mais une idée. aujourd'hui, pas de plugin possible. Ouais. Alors, on va finir très rapidement les petites questions sur Notion. Après, on va passer, avant d'arriver à la fin, au débat sur Airtable et on va rappeler un petit peu nos call to action. Quelqu'un a mentionné Shift, qui est un centralisateur d'applications. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt un navigateur dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes vos apps. Et en fait, c'est un navigateur qui sera un peu optimisé avec une barre sur le côté là. Vous allez pouvoir donc switcher entre vos différents comptes. Si vous avez 12 comptes Slack, 12 comptes Microsoft Teams, 12 comptes Messenger, WhatsApp, tout ça, vous allez pouvoir les retrouver facilement et organiser votre travail. Ça, il y a Station aussi, il y en a beaucoup qui font ça. C'est de la productivité individuelle pour mieux organiser votre navigation. Il y en a un qu'on recommande énormément là-dedans, donc ça n'a rien à voir en fait avec Notion et Airtable. Il y en a un qu'on recommande beaucoup là-dedans, c'est Sidekick.
Je ne sais pas si tu connais Shubham, mais voilà, ça, c'est une tuerie. Si vous en prenez un, prenez Sidekick. Ils ont vraiment géré. C'est comme Google Chrome, mais en beaucoup mieux quand vous êtes un power user du web. Quelqu'un pose la question, Notion app ou Notion sur browser, quelle différence? Ouais, Shubham, tu as un avis là-dessus? Vas-y, je suis content, je suis curieux d'avoir le tien et Ouais, après je te donnerai le mien. ouais, moi, alors je pense que souvent la notion app versus browser, il y a souvent deux choses. Il y a la notion de performance. Parfois, les apps dans le browser que tu télécharges, elles sont soit moins bien, soit mieux. En fait, elles sont moins bien quand c'est une app Electron, c'est-à-dire quand ils ont encapsulé l'app web dans une app desktop, ça rajoute une surcharge et historiquement, ça a mal géré les performances, ce qui faisait que Slack, par exemple, était inutilisable avec plusieurs comptes avant une mise à jour. Et après, souvent, ils passent un gap où ils refont toute l'app vraiment pour ton avis, pour ton desktop. Et là, la performance explose. Et après, ça devient mieux d'utiliser l'app sur ordi que l'app en ligne. Mais avant qu'ils aient fait ça, souvent, il faut mieux utiliser l'app en ligne. Moi, j'aime pas parce que j'aime bien avoir la barre en bas. Mais je recommanderais plutôt le browser en manière générale. Tu es plus à jour, il y a moins de problèmes et tout. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, ouais, c'est marrant. J'avais pas la backstory au niveau des perfs. Moi, je ne l'ai pas vu direct. Parce que je suis Ah, l'adepte du One Piece Flow. Donc, ça veut dire que tu fais une chose. Tu m'entends? ouais, il y a eu un petit freeze, ouais, tu peux répéter. Ouais. Je disais, moi, j'aime bien utiliser l'app parce que je suis adepte du One Piece Flow, c'est-à-dire faire une chose à la fois. Et souvent, quand on ouvre plusieurs onglets, quand on est sur le browser, on est en train de faire plein d'autres choses. Donc, j'ai tendance à utiliser l'app. Je pense que les deux se valent. J'aime bien l'app parce que je sais que je suis dans Notion et je suis en train de faire quelque chose qui est de Notion. Et j'aime bien en général utiliser des apps plutôt qu'utiliser des onglets, dans mon cas. Je pense que j'ai pas assez testé des trucs comme Sidekick et tout. Mais dans ma tête, vu qu'il se passe beaucoup de choses dans une journée, si tu gardes des onglets ouverts, et c'est ce que tu as tendance à faire parce que FOMO, parce que tu dis que tu peux avoir besoin de ça. Ils ont inventé les tabs, les groupements de tabs sur Chrome, etc. Bref, moi, je suis généralement pour le moins d'onglets ouverts possible et une tâche à la fois. Donc, pour moi, c'est génial l'app parce que du coup, si je peux me permettre de ne pas avoir un Chrome d'ouvert, c'est le top, quoi. Top. Donc, il y a des questions, on a mentionné, on a intitulé ce webinaire Notion versus Airtable, donc il faut qu'on aborde le sujet vraiment parce que, effectivement, pour organiser la structure de sa boîte, ses process et voire même ses tâches et ses to-do, en fait, il y a un autre acteur que Notion qui vient du monde du document, mais donc qui s'appelle Airtable, qui permet de faire pas mal de choses. Donc là, je vais ouvrir une base en espérant qu'il n'y ait pas de données confidentielles dessus. Voilà, j'ai de la chance. Donc ça, c'est un espèce de méga, on se dit, bah, rien à voir avec Notion qui permet d'organiser des documents et de l'information. Là, c'est plus un espèce de Airtable, c'est un méga Excel qui a des nouvelles fonctionnalités. Mais il se trouve que, en fait, on peut rajouter des vues de type Kanban dessus qui nous permettent d'organiser les différents, de créer un petit peu un CRM aussi avec différents stages. On va pouvoir bouger les records dedans. Et puis, il va y avoir une vue aussi calendrier. On va avoir un vue calendrier sur lequel on va pouvoir placer des éléments. Ensuite, on va même maintenant, bien, il y a une vue Gantt. Alors, je ne suis pas sur mon plan pro, tant pis. Mais donc, il y a des vues de Gantt, de gestion de tâches. On peut créer aussi on peut créer des formulaires. Donc, Airtable, la différence, c'est que ça se base sur un format type Excel avec plein de lignes de données. Mais on peut créer des formulaires que là, je peux envoyer à n'importe qui à travers le monde pour que lui, il remplisse le formulaire et ça va arriver automatiquement dans ma base, ce qui est un peu plus compliqué à faire sur Notion de manière structurée, puisqu'il faut passer par ton API, Notion Automation et une autre solution de formulaire, etc. Et Airtable est très bien quand on a de la donnée complexe et qu'on gère un peu toute sa data entre son customer, ses projets, et tout est relié hyper bien. Airtable a aussi la force d'être connecté nativement à Zapier et à plein d'automatisation et avoir même maintenant leur automatisation interne. Donc Airtable, c'est impossible de faire le tour en une minute parce qu'il y a trop de fonctionnalités. C'est un truc de ouf. Mais disons que maintenant, si je peux déclencher, je peux configurer des choses qui disent bah, ouais, quand quelqu'un là, son statut, tu le passes à in progress, et ben boum, envoie-lui un email automatiquement parce qu'il était à cette partie-là du flow, quoi. Donc, pour définir des process avec plein de data qui sont hyper rigides, hyper structurés et qui doivent nécessiter plein d'envois d'automatisation, Airtable est un peu la solution, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, de toute façon, je pense que
le débat, il est je dirais assez clair, mais en même temps, ce n'est pas forcément limpide pour tout le monde. Je pense que Airtable, si on veut de l'automatisation, je pense que j'irai vers Airtable en fait. Parce que Notion Automation, c'est un patch qu'on a mis pour aider les gens à faire ce qu'ils peuvent et pouvaient faire sur Airtable. Airtable, si tu l'utilises bien, tu peux avoir des boutons qui font certaines choses, qui déclenchent du JavaScript, des changements, comme tu dis, de fields, donc des champs que tu vas changer, des cartes que tu vas bouger dans des commandes qui vont déclencher tes actions. Clairement, ce n'est pas fait de base, il faut configurer un peu les choses, hein, mais c'est possible. Moi, je dirais que c'est un outil no-code qui est quand même beaucoup plus avancé que Notion, mais ce n'est pas, selon moi, un outil purement d'organisation. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un outil qui va être complet dans son organisation. C'est-à-dire que tu vas utiliser la brique Kanban, tu vas utiliser la brique Gantt, la brique calendrier, etc. Cool, très bien. Maintenant, Airtable, c'est une base de données. Ça a beau avoir des vues, ça a beau avoir ce qu'on veut. Quand on va aller dedans, on va aller dans un outil plutôt que dans un écosystème dans lequel on va avoir nos dossiers, on va avoir nos tables, on ne peut pas envoyer un devis directement connecté sur Airtable. Enfin, on peut le faire, mais le truc, c'est que ça va… Enfin, pour moi, si on le change, est-ce qu'il va être changé automatiquement? Oui, tu peux te dire, tu peux le faire avec Page Designer, etc. Mais le truc, c'est que je trouve honnêtement que tu as quand même une barrière à l'entrée, selon moi, qui est plus haute. Donc, il faut quand même que tu maîtrises les choses. Tu as quand même de la configuration initiale qui est quand même assez lourde et il faut savoir à l'avance ce que tu veux faire pour pouvoir l'implémenter. J'ai l'impression que tu peux être moins flex sur Airtable que tu ne peux l'être sur Notion, mais tout dépend de l'utilisation, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, nous, ouais, par exemple, nous, on fait beaucoup de Airtable Zapier parce que souvent, c'est des gens qui ont des idées de projets et d'automatisation en tête. Souvent, en fait, c'est ça. Là, il y a deux choses, en fait. Il y a l'organisation, tu l'as très bien dit, et il y a l'automatisation qui est autre chose. Et l'automatisation, c'est utile quand tu as déjà validé un truc hyper précis, répétable. Enfin, tu es plus dans une logique d'application, en fait. Tu as un truc à faire et tu veux qu'il soit parfaitement automatisé et pouvoir scaler à 5000 personnes par an, tandis que Notion, on va être sur des volumes un peu plus faibles, quoi. Enfin, c'est rare. Enfin, je ne sais pas trop la taille des tables que tu as vues sur Notion, Ouais. que tu as manipulées, mais normalement, c'est du plus léger, quoi. Tu vas… Ouais, clairement. Et puis, comme tu as dit, c'est qu'il y a les logiciels d'organisation et les logiciels d'automatisation et d'application. Là, clairement, moi, quand j'avais fait un site là, il y a un an, avoir mis une base de données Airtable, c'était le feu parce que j'ai pu donner la possibilité aux gens de modifier des records directement dans Airtable qui avaient derrière un impact sur mon front-end. C'était génial. Mais en fait, c'est une brique d'application. Ce n'est pas un logiciel d'organisation, en fait. Alors, ils ont une partie de ça avec les Kanban, les calendriers, les formulaires. Je ne sais pas à quel point toi, tu utilises par exemple les Kanban, les calendriers, les formulaires dans ton utilisation, Michael, mais je sais qu'Airtable, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour une base de données qui avait une vue qui n'était pas la meilleure vue, mais qui était une vue éditable par des gens qui étaient non techniques. Mais ce n'était pas la meilleure, mais elle était éditable. Et donc, en fait, j'étais plus dans un objectif de back-end, plutôt technique, base de données, avec des champs éditables qui m'évitent de créer un CMS, par exemple. Ouais. Alors, moi, j'utilise un peu tout et ça dépend des gens, mais c'est vrai que les calendriers, les vues Kanban, elles sont pas mal. Mais c'est que du display en fait. C'est juste, ça va t'afficher des choses. Pour les éditer, il faut passer par un formulaire. Enfin, pour les rendre éditables un peu à n'importe qui sans qu'ils aient à rentrer dans Airtable. Tu vas devoir passer par un formulaire qui est toujours un peu bizarre et puis il manque des fonctionnalités sur les formulaires Airtable. Enfin, il y a plein de micro-limites. Je suis d'accord, la courbe d'apprentissage est un peu importante en fait. Euh, Vu qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités, tout est un petit peu plus compliqué. Après, dès que tu as des choses où tu veux un peu vraiment structurer de la donnée en plein de sous-groupes, sous-parties, sous-sous-parties et pouvoir y accéder, par exemple, imagine, tu as 12 sites de formation et chacun de ces sites de formation va avoir 5 personnes qui vont être des trainers assignés et chacun de ces trainers va avoir ensuite 3 lieux qui lui sont assignés et tout ça. Là, souvent, quand tu rentres dans ce niveau de data un peu arborescente avec plein de trucs, Airtable est quand même pas mal. Et on va venir à la fin, c'est que souvent, en fait, moi, je l'intègre dans Notion. Souvent, en fait, pour ces parties-là, je vais dire, ben non, en fait, vous allez organiser tout dans Notion et vous allez faire une page par trainer dans Notion, ce sera son profil, ce sera un peu joli, ce sera bien. Et en fait, ensuite, vous allez lui intégrer
la partie data automatisée pour lui avec son petit formulaire pour remplir la nouvelle formation qu'il doit organiser, et ben, vu que cette partie-là doit être automatisée, bah, vous allez lui mettre le formulaire dans son Notion. Comme ça, lui, il aura juste son interface Notion classique avec le petit formulaire. Et après, tout le reste sera géré sur Airtable. Et en gros, il y aura 3 personnes de l'équipe qui vont vraiment comprendre comment le Airtable va être structuré. Et il y en aura beaucoup plus qui interagiront sur le Notion au jour le jour via les quelques formulaires qu'on leur a mis. Et le jeu va souvent être de dire, bah ouais, qu'est-ce que je mets dans Notion, qu'est-ce que je mets dans Airtable. Mais on peut avoir le meilleur des deux mondes parce que les formulaires ou les vœux Airtable peuvent être embed, enfin plus ou moins bien, donc il faut aussi un peu jongler avec ça, avec le responsive et tout, mais ça peut être embed. Tu as fait ce genre de truc-là, toi, ou pas? Ouais, j'utilise massivement les embeds également sur Notion. Donc, les embeds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ramener une partie d'un autre logiciel, genre Google Maps, Airtable ou quoi que ce soit, le montrer dans Notion. Et ça marche hyper bien. Donc, je l'ai utilisé, moi, notamment. Et je trouve que la partie partageable de Airtable est très bien faite. Le fait que tu partages, par exemple, des cartes, je trouve ça génial. Je l'utilise très souvent, par exemple. Mais voilà, ça marche. Il faut quand même configurer un petit peu. Mais voilà, comme tu as dit, je pense que le mindset nécessaire pour pouvoir configurer du Notion n'est pas le même que pouvoir configurer du Airtable. Notion, tu penses à l'utilisateur, tu penses à comment est-ce qu'il va interagir, comment est-ce qu'il va passer d'une fenêtre à l'autre, pourquoi il va aller là-dedans, qu'est-ce qui est attendu de sa part. Tu parles process. Airtable, tu parles structure. Donc, tu parles, OK, j'ai donc un arbre, donc j'ai en fait un formateur qui a 3 formations, j'ai donc des formateurs qui ont plein de formations. Chacune des formations est liée aussi à une ressource, donc j'ai une base de données de ressources qui est liée à des formateurs et donc à des formations. Et en fait, cette histoire de roll-up, et là on commence à rentrer dans les termes techniques, de relation est beaucoup mieux gérée dans Airtable que dans Notion. Dans Notion, tu ne peux pas faire des roll-up de roll-up. Je crois que tu peux le faire dans Airtable et dis-moi si c'est Bien ton cas. sûr. Mais Ouais. voilà, sur Notion, tu ne peux pas faire des roll-up de roll-up alors que c'est le b.a.-ba de la connexion entre bases de données. Mais parce que Notion, bah, ils ont pris un petit peu de Airtable, ils ont essayé de le faire. Airtable, c'est une base de Mhm. données. Donc voilà, donc il y a des cas d'usage vraiment, en fait, vous allez peut-être vous lancer dans Airtable et en fait, c'est pas le bon, il faudra aller sur Notion. Et il y a des cas d'usage, vous allez vous lancer sur Notion et en fait, c'est pas vraiment le bon, il faut aller sur Airtable. Les outils sont vraiment complémentaires, sont bien positionnés. Et d'ailleurs, je pense qu'ils font très attention voilà, à se mordre un petit peu dessus, mais pas trop. Voilà. Voilà, donc on est arrivé à la fin officielle du webinaire. On va rester encore un petit peu, là, je voulais faire cette intro-là, on va rester un petit peu, évidemment, si toi c'est OK pour toi, Shubham, si tu Ouais, as, 15 minutes. ouais. Pour finir de répondre à vos différentes questions, on va rappeler les différents call to action. Donc, donc Shubham, si vous voulez, suivez-le sur tous les réseaux, parce qu'il est sur beaucoup de réseaux. Donc, suivez-le sur tous les réseaux LinkedIn, YouTube, Twitter. Je ne sais pas si tu es déjà sur Clubhouse, nous, on n'y est pas encore, mais voilà. Et surtout, allez télécharger sa formation introductive à Notion, Notion facile, et il y a le template de travail qui est dedans, donc vous aurez aussi le template de CRM. C'est la meilleure intro que vous pouvez avoir sur comment rentrer dans tout cet écosystème Notion, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et bien le prendre en main. Tu as un autre call to action, Shubham? Non, je pense que tu as tout dit. Bon, Notion facile, c'est le truc du moment. Tu as Notion Automation si jamais tu veux le tester dans le monde Notion. Après, voilà, c'est chaîne YouTube en général, quoi. Je pense qu'il y a assez de contenu à manger aujourd'hui sur la chaîne pour vous éviter de vous envoyer par-ci, par-là. Mais si vous voulez du contenu assez quali, voilà, allez sur la chaîne, faites-moi des feedbacks, dites-moi les vidéos que vous voulez. C'est un peu mon truc du moment là. Et je vais de plus en plus pouvoir me concentrer sur la chaîne. Donc, c'est hyper, hyper cool. Et de l'autre côté, donc nous, il y a notre formation pour ceux qui voudraient apprendre Airtable, Zapier, niveau, disons, de débutant à intermédiaire à quelques trucs un peu avancés sur Airtable et Zapier pour automatiser vos process en interne et avoir une introduction à la construction d'applications no-code. On a notre formation no-code qui est là sur l'antichambre. Le programme exact est pas encore publié en ligne, malheureusement.
Mais voilà, c'est ça, c'est du Airtable, du Zapier et du Adalo. Et surtout, si vous avez envie qu'on challenge votre idée d'application no-code, si vous hésitez entre Airtable, Zapier, machin dans votre entreprise pour optimiser des process ou lancer un MVP, contactez-nous. On a une offre Maker qui permet justement, avec laquelle on aide plein d'entrepreneurs et de sociétés à mettre en place chez eux l'outil qu'il faut par rapport à leurs besoins. Donc, contactez-nous. Voilà, donc on va ensuite continuer sur les petites questions. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Notion, c'est un Airtable avec un meilleur front UI, UI, UX? Car beaucoup de vues Notion sont en fait des bases de données un peu déguisées. Ouais, c'est le cas. Par contre, c'est pas un Airtable déguisé, c'est la moitié d'Airtable déguisé, quoi. C'est une sous-version, c'est Airtable Lite déguisé dans une meilleure UI. Parce que Airtable, moi j'adore cet outil, hein. Je pense que c'est juste là un positionnement qui est en ce moment qui le veut. Mais j'adore cet outil, je l'utilise très souvent, mais beaucoup plus dans les contextes techniques que organisationnels. Mais oui, c'est un Airtable déguisé parce que j'utilise énormément les bases de données dans Notion. Chez Conto, on a des entrées de bases de données qui font plus de 1000, 2000. On, c'est juste qu'il faut bien savoir utiliser les filtres et les tris. Il y a la timeline qui est sortie très récemment sur Notion. Ça marche très bien. Maintenant, Airtable, il y a du Gantt. C'est pas la même chose qu'une timeline. C'est tu peux mettre de la dépendance, tu peux ajouter beaucoup plus de champs, des formules dans Airtable, ça va loin. Tu peux ajouter des boutons sur Airtable qui enclenchent du JavaScript. À l'époque, j'avais fait des tutos où en fait, tu t'appuies sur un bouton et tu générais une image. Faites pas ça sur Notion, ça ne marche pas. Maintenant, voilà, les formules sur Notion marchent aussi, mais elles ne sont pas aussi bien. Maintenant, oui, c'est ça. C'est par contre, tu as une meilleure UX. Tu onboardes quelqu'un, tu l'onboardes sur Notion. Tu as l'impression que c'est un vrai outil pour quelqu'un qui n'est pas technique, alors que quelqu'un de non technique, tu l'envoies sur Airtable, il est perdu. Ouais. Airtable, ça permet vraiment de construire votre outil métier si vous avez des choses à automatiser. Donc, et la barrière à l'entrée, il faut la franchir que si c'est ça que vous voulez faire, quoi. Parce que la barrière à l'entrée sera plus dure. C'est plus un outil. C'est entre le no-code et le low-code. C'est le no-code parce que ça ressemble à Excel et donc tout le monde peut l'utiliser. Mais après, il y a des fonctionnalités plus avancées qui font vraiment programmer un peu n'importe quel process dessus, quoi. Si on décide de démarrer sur Airtable, est-il possible par la suite de migrer facilement sur Notion? Je trouve que Notion a trop de liberté pour commencer. Alors, ça c'est marrant que tu trouves que Notion a trop de liberté pour commencer, parce que ce serait peut-être plutôt Airtable qui peut, dans mon point de vue, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de points d'entrée pour commencer. Mais alors, la question de la migration dans les deux sens, hein. Je pense que les deux sont relativement simples à migrer de l'un vers l'autre parce que c'est juste ta donnée brute suivant tes différentes tables. Tu vas juste sélectionner, faire un copier-coller ou un export CSV. Il y a l'export CSV dans les deux de toute façon. Si tu as du contenu texte qui est sur Notion, tu ne pourras pas le migrer sur Airtable de toute façon parce qu'il n'y a pas de notion vraiment de document textuel. Ça, c'est complètement absent de Airtable qu'une base de données. Donc ça, tu ne pourras pas le migrer, tu le garderas sur Notion. Mais sur la partie data, ce sera des deux exports CSV. Ouais, je suis assez d'accord avec ce truc-là, hein. C'est comme tu as dit, il n'y a pas de. Tu vois, j'ai voulu éditer des articles de blog dans Airtable. En fait, ce n'est pas l'endroit pour faire ça, quoi. Tu vois, je trouve que. Alors, tu as une petite partie édition, tu peux faire, ouais, tu peux mettre les choses en gras, tu peux les mettre en italique, c'est sympa. Mais tu ne peux pas vraiment faire de la mise en page. Tu ne peux pas partager cette mise en page. Et je trouve ça dommage. Et je pense que c'est ce qui leur manquerait un petit peu pour peut-être ajouter cette brique-là. Mais voilà, On va y Notion, aller. oui, c'est libre. Maintenant, tu as les templates pour guider et je te conseillerais d'aller regarder les templates. Trop cool. Et Carlos demande qu'est-ce qu'on pense de back-endless, qui n'a rien à voir. Alors, je vais me remettre dedans. On en a beaucoup parlé. Je crois que je l'ai souvent benchmarké. Je crois que j'ai même essayé de l'utiliser. Attendez. C'est Alors un là, bubble light, non? ça commence très mal parce qu'ils ont mis une vidéo en autoplay avec du son, ce qui est quand même insupportable. Tu te connectes dessus et là, il y a le mec qui te hurle dans les oreilles. Donc back-endless, ouais, ils veulent un peu tout faire, quoi. C'est un truc plus à la bubble. Donc là, ça va être
Je ne sais pas si tu connais. Tu connais, toi, Shubham? Moi, je… Je connais pas, mais là, j'ai l'impression que c'est un espèce de truc qui est un bubble plus plus pour dev sur lequel tu peux mettre des features en code et back-endless. C'est… Ouais, alors lui, je crois que j'avais un peu regardé, effectivement. Ah ouais, voilà. Alors bon, ça, je vais être un peu dur. Il fait partie Ouais. de cette vague d'entrepreneurs. Il y en a beaucoup, hein, des entrepreneurs produits ou tech qui essayent de faire des outils. Tu regardes leurs vidéos, ils parlent de la vision du produit, la vision, la vision, la vision, la vision. Et après, tu vas tester le produit et lui, que c'est dégueulasse. Et tu fais, OK, en fait, ces gens-là n'ont rien compris à ce qui faisait la valeur d'un outil low no-code aujourd'hui et ils ont aucune chance, quoi. Donc, moi, Ouais. ces trucs-là, j'en ai testé pas mal, hein. Il y en a beaucoup qui se lancent parfois même avec du funding. On n'a pas parlé de Coda, donc ceux qui, peut-être certains de. Alors, ça, c'est un grand sujet. Il y a un compétiteur de Notion, Airtable et Zapier qui était lancé bien avant, d'ailleurs, qui s'appelle Coda, qui a à peu près la même proposition de valeur que Notion. Et je ne sais pas si tu l'utilises, lui, par exemple. Parce que en fait, je connais personne qui l'utilise. Bah ouais, j'avais un pote qui l'utilisait et puis après il passait sur Airtable et sur Notion. Euh, je sais pas, je t'avoue qu'en plus c'est dommage parce que ça a l'air stylé, mais il y a un truc qui fait que je l'ai même pas encore testé et c'est parce qu'en fait je me demande si on peut faire vraiment un. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop scattered. Ça veut dire qu'en fait, soit tu me donnes un all-in-one et je peux tout faire dedans, tu vois, et ça, Notion le fait. Mais soit tu me donnes des interfaces, du genre une colonne de gauche, un texte éditeur en haut, etc. Et là, j'ai l'impression d'être dans un Basecamp ou un truc dans le genre. Donc, je comprends pas trop, mais je ne l'ai pas encore testé. Et honnêtement, je pense que mon avis ne vaut pas le détour ici. En revanche, par rapport à ce que tu disais avant sur l'histoire des entrepreneurs qui lancent des outils no-code, je pense qu'il y a cette grosse vague de gens qui surfent sur le truc et c'est normal et j'aurais fait le truc pareil. Maintenant, quand je vois un truc qui s'appelle Backendless, où il y a une vidéo qui démarre en autoplay et quand le truc, c'est que je vois un peu de code, je me dis, attends, je ne comprends pas exactement à qui est-ce qui s'adresse en fait. Tu vois, est-ce qu'il s'adresse c'est du low-code, du no-code, tu vois, et je trouve que l'UI n'est pas ouf. Je me dis, OK, il y a un truc qui a été raté. Tu vois, par exemple, tu m'avais fait découvrir Use Paragon. Je trouve cet outil génial, tu vois. Parce que c'est des mecs qui parlent à des devs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont dénaturé l'interface et qu'elle est dégueu. Non, elle est très clean. Tu comprends ce qu'ils font. Ça va plus loin. La proposition de valeur est claire. C'est pas en autoplay. Tu vois, voilà. Donc, j'ai l'impression que là, l'autre, je ne sais pas. Bon, je ne le connais pas, la personne, donc j'ai pas envie de trop cracher dessus. Mais je t'avoue que je ne connaissais pas Backendless. J'ai l'impression que ça Ouais. surfe un peu, quoi. J'en ai, ouais, mais j'en ai bien fait beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, pour un seul mec qui a réussi à faire Bubble, donc Bubble en fait, il y en a qui demandent, par exemple, voilà, Bertrand, vous conseillez donc de jongler entre Airtable et un Notion et de choisir à la fois le meilleur des deux et de faire communiquer les deux. Bah, ou de faire un choix entre les deux. Bah, il n'y a pas de réponse facile à ça, hein. Parfois, tu vas vouloir. Nous, on utilise les deux. Parce que je trouve que les usages sont très complémentaires. Notion sera vraiment bien pour tout ce qui est documentation, structuration interne, organisation, notes de meeting, suivi de clients textuels. Et Airtable va être très bien pour tous les process que tu vas vouloir automatiser. Donc souvent, les deux sont ensemble. Mais après, il y a aussi d'autres voies parfois qui vont être de dire, bah, en fait, non, toi, ton service, le mieux, c'est de tout mettre dans une app, par exemple. Et là, on va rentrer dans un autre écosystème qui est plus difficile, qui va être l'écosystème des app builders, low code. Donc ça, c'est du Bubble. Donc ça, c'est plus du low code, hein. Il faut avoir quand même une bonne connaissance technique pour réussir à faire ça. Et théoriquement, vous allez pouvoir construire votre propre plateforme à vous avec l'interface que vous voulez pour de votre application et de vos automatisations et tout. Et donc, pour rejoindre la discussion, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire ça. Donc, un système qui permet un peu à n'importe qui de coder vraiment une application sur mesure de bout en bout lui-même sans vraiment le coder en tant que développeur. Mais pour une boîte comme ça, il y en a 200 qui sont mortes ou qui sont en train de mourir ou qui ne réussissent pas à trouver leur positionnement et leur marché. Mm. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui ont essayé de faire du bubble-like et qui sont plantées en chemin. Backendless est sûrement l'une d'entre elles, je pense. Yes, je ne connaissais pas, ouais, Backendless. OK. Où mettre son backup de données Airtable? Là, je t'avoue que c'est peut-être toi qui as la réponse. Moi, je sais pas, j'imagine que ça s'exporte ou que ça se synchronise, non? Alors, le backup de données Airtable, ça dépend pourquoi. Il y a un truc qui permet par exemple, il y a un truc qui est mal fait dans Airtable si vous voulez des graphes. Vu que c'est un truc très base de données, bah, vous avez souvent envie de faire des graphes. Et en fait, les graphes, c'est assez limité ce qu'on peut faire. Et en fait, il y a un truc qui permet de synchroniser Airtable avec Google Sheet. Toutes les 30 minutes, par exemple. Ça va prendre une copie de toutes vos vues Airtable et ça va les foutre
dans un Google Sheet. Ça permet de faire un backup assez facilement de votre Airtable. Où est-ce qu'il est? Il est Et du coup, coupleur. Ouais, c'est là. derrière, tu peux faire des graphes avec ça. Et donc derrière, après, effectivement, une fois que tu as cette copie-là, bah, tu peux configurer des graphes beaucoup plus puissants sur Google Sheet à partir de ta donnée Airtable. Donc il y a des fonctionnalités de graphes hein, sur Airtable, mais voilà, c'est pas fait pour tout. Ça va arriver de plus en plus, hein, ils ont avec les petites applications en plus. Mais voilà, donc il y a cet outil-là, coupler.io, qui vous permet de faire une copie sur les données Airtable. Il y a d'autres gens, parce que c'est une question qui remonte souvent sur les forums Airtable. Donc il y a beaucoup de gens qui demandent comment avoir un système de backup, etc. Donc là, il faut regarder, il y a des mecs qui ont hacké un peu comme Shubham a hacké Notion Automation. Il y a des gars qui ont hacké les systèmes de backup, mais là, vous allez payer cher. Parce que ils vont vous facturer 150 € par mois, je crois, pour avoir un système de backup automatisé depuis Airtable. Vu que c'est un pain qui concerne que les entreprises d'une certaine taille, qui ont tout leur process dessus et tout, ils se privent pas de le charge. Donc, il faut regarder dans les forums. Bertrand Lemans, d'accord. Et si on veut gérer de la donnée depuis un website créé sur Webflow, est-ce que Airtable est adapté? Alors ça, est-ce que tu connais la réponse, Chouba? Bah, aujourd'hui, je sais que jusque-là, la réponse, c'était Zapier. C'est-à-dire que tu faisais en sorte que de modifier dans Airtable et t'ajouter enfin, de ajouter dans Airtable et de modifier derrière grâce à Zapier dans Webflow. Webflow, si tu n'aimes pas leur CMS de base, clairement, ouais, si tu veux. Et c'est dommage parce que je trouve qu'ils vendent le CMS comme étant une brique qui coûte de l'argent. Il y a des gens qui veulent le gérer sur Airtable, ce que je comprends. Maintenant, la seule manière, c'est Zapier. J'ai l'impression, hein, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais. Ouais, donc Webflow, c'est un système qui vous permet de designer vraiment votre site web sur mesure. Et le contenu derrière peut être géré via une espèce de base de données interne, donc le CMS de Webflow, qui permet de faire pas mal de choses, donc de configurer le design qui s'affiche par exemple. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont plutôt envie de configurer tout ça sur Airtable. Et la synchronisation, en fait, c'est un truc très mal fait. Voilà, c'est très très mal fait. Et il y a des mecs qui construisent des flows, donc ça va de Zapier jusqu'à Webflow CMS, tout ça. Ça a un intérêt vraiment que dans certains cas, donc très précis, donc ça on peut en discuter. Souvent, il y a souvent des alternatives un peu plus simples à imaginer. Euh, c'est souvent bien, en fait, très utile quand tu veux combiner ça avec MemberStack, qui va être quelque chose qui va permettre de rajouter des logins utilisateurs sur ton Webflow. Et donc ensuite, après, tu veux personnaliser le contenu de ton Webflow par utilisateur. Et donc ça, tu as plutôt envie que ta base de données soit Airtable que le CMS Webflow qui est moins fait pour les comptes utilisateurs. Mais ça nécessite vraiment un flow un peu compliqué. Il y a des gens qui le font dans l'écosystème low-code américain en particulier, mais c'est tous des développeurs. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer le niveau de difficulté du truc. Ouais. Et, et après, bon, il se trouve qu'il y a un plugin pour Airtable qui s'appelle Stacker, qui permet de rajouter tout un front-end sur Airtable avec des logins pour avoir toutes vos data Airtable qui est accessible par des gens individuellement et ils voient que la data qui est reliée à eux. Ils n'ont pas à naviguer dans l'interface Airtable derrière. Et ça, c'est parfois voilà, une bonne alternative à bidouiller des Webflow pour te configurer. Si c'est à usage interne, une bonne alternative à bidouiller un front Webflow sur un back-end Airtable. Yes. Non, bah, tu vois, Stacker, je connaissais, mais je sais pas si c'est moi ou toi qui est bloqué, mais ouais, je connaissais, j'avais Alors, pas utilisé, mais ouais, je pense qu'il y a plein de cas d'usage avec Airtable qui sont archi cool à checker. Mais ouais, il faudrait que je m'y remette à Airtable pour regarder un peu comment est-ce qu'ils ont évolué. La vue Gantt, il faudrait que je la teste un peu plus. Mais voilà, ça mais va tu vois, tellement vite. tu vois, c'est marrant, mais je suis vraiment pas, j'ai pas été pris par l'interface de Airtable, alors que Notion, vu que je peux tout configurer comme je veux et que mes goûts changent, donc c'était hyper. J'ai l'impression qu'Airtable, tu es quand même bien bloqué au niveau de l'UI. Ah ouais. Et c'est ça qui m'embêtait quoi, à l'époque. Ah non, c'est un truc structuré, ouais, c'est structuré. C'est pas fait pour designer de l'UI en fait. C'est Ouais, fait vraiment ouais, pour c'est gérer. C'est fait pour gérer ta donnée en fait. C'est fait pour gérer ta donnée. Voilà. Et bon bah, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon, on va prendre la question de Charles qui a posé dans le chat, mais je l'ai vu. C'est une question bête, mais sur Notion, je n'arrive jamais à sélectionner tout mon texte dans une page pour le copier-coller autre part. Il ne sélectionne que ligne par ligne. Est-ce que j'aurais raté quelque chose? Alors, le truc, c'est que ouais, dans Notion, tout est bloc. Donc, ça veut dire que c'est pas du texte comme dans Word. Par contre, tu peux faire un CTRL A deux fois pour pouvoir tout sélectionner. C'est-à-dire que tu vas faire un CTRL A pour sélectionner normalement tout, mais vu que lui, il est dans un bloc, bah, ça va sélectionner juste le bloc, donc juste la ligne. Et tu fais un autre CTRL A, du coup, il va te sélectionner tout. Maintenant, quand tu vas le coller,
suivant là où tu le colles, si tu le colles dans un spreadsheet, si tu le colles dans un Google Doc, si tu le colles dans un Airtable ou quoi que ça, bah les behaviors, donc bref, la manière dont ça va agir va être différente. Donc voilà, c'est contrôle A, moi, ce que j'utilise. Mais ouais, tu n'as rien raté. C'est normal, c'est juste parce que tout est bloc. Si jamais, en revanche, tu veux éviter de créer les blocs à chaque ligne, au lieu de faire entrée, fais shift entrée. Ça permet de sauter une ligne, mais de ne pas créer un autre bloc. Parce que entrée, de base, dans Notion, crée un bloc. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et je crois que si tu as plusieurs lignes de texte, tu veux tout bouger, il y a quand même. Enfin, moi, ouais, je sais plus. En fait, il y a aussi, rester appuyé sur Maj. Donc là, tout ce qu'on voit qui débute par des petits points, là, c'est C'est des effectivement un blocs. bloc. Si tu peux en sélectionner plusieurs, en fait, tu en prends un. Alors attends, tu en prends un. Alors, hop, voilà, tu en as un là. Et après, tu peux rajouter les autres en restant appuyé sur Maj et en cliquant individuellement. Alors, Maj, ça va les rajouter Ouais. Sinon, c'est contrôle. global. Non, ça doit être contrôle. Alors, je suis sur Mac, donc ça va sûrement planter. Mais ouais, non, ils ont que Maj. OK, commande, ça marche Ouais. pas. Voilà. Mais plusieurs blocs adjacents, tu peux quand même les prendre avec Maj pour les copier-coller ailleurs. S'ils ne sont pas adjacents, là, c'est un peu autre chose. Yes. Mais Voilà. ouais, voilà à peu près le truc. Mais tu n'as rien raté, t'inquiète pas. Voilà, donc voilà, sur cette petite question un petit peu technique, nous avons fini. Nous espérons que ça vous a plu. Voilà, s'il y a encore une dernière question qui est arrivée, voilà, ce sera la dernière. Interfacer Notion comme système administratif et Airtable Front comme appli est une bonne ou une mauvaise idée? Gérald, il faudrait qu'on s'en parle en détail. N'hésite pas à nous contacter parce que il faut qu'on creuse en détail ce que tu entends par système administratif. Et Airtable, ça dépend de quel front et quelle application tu veux mettre dedans. Mm. Ouais, totalement d'accord. Ça dépend vraiment. Tu peux pas dire ça comme ça. Et surtout administratif, tu as tout et rien Ouais, ouais. d'administratif. Donc voilà à peu près. Bah écoute, trop cool. Merci beaucoup, Mickaël, de m'avoir invité. C'était hyper, hyper cool. Je suis très content qu'on ait pu parler de ce sujet. Et puis à la prochaine, j'espère qu'on fera un Merci truc à plus toi, sympa. c'était top. Merci beaucoup. Ouais. Allez, Salut. salut. Merci à Ciao, tous. ciao. Au Salut tout le revoir. monde. Je vais closer le webinaire.